Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de l'AFDAS Décrypte spécialisée sur la thématique de la transition écologique. Aujourd'hui, nous allons aborder avec nos invités le sujet de l'éco-conception, éco-production. On a fait une grande valise sur l'éco-conception et éco-production, ou tout simplement, quand on est dans une activité de création, comment intègre-t-on dès la réflexion le sujet de la transition écologique, le sujet de l'impact environnemental de sa création pour pouvoir éco-concevoir ou éco-produire sa création. Sur ce sujet qui est présent dans plusieurs secteurs d'activité qui est géré par l'AFDAS. Nous allons essayer de vous donner avec nos invités des informations sur qu'est-ce que l'éco-conception, l'éco-production, quel est le parcours de ceux qui travaillent sur ce sujet, comment concrètement sur les activités cela se décline, quel est l'impact, et comment une branche professionnelle s'est appropriée le sujet, notamment dans le cadre de l'évolution des métiers et des compétences de ce secteur d'activité. Je vais vous présenter déjà, première chose, je voudrais savoir si tout le monde nous entend bien parmi les personnes qui regardent ce webinaire. Si c'est le cas, faites un pouce pour qu'on puisse bien s'assurer des bonnes conditions techniques de la réalisation de ce webinaire. Du coup, je vais présenter nos trois invités. On a le plaisir d'accueillir Louise Lebec. Bonjour Louise. Donc, vous êtes déléguée aux affaires sociales au syndicat de la production audiovisuelle, le SPI, et également une deuxième casquette de présidente de la CPNEF, donc Commission paritaire nationale emploi-formation de l'audiovisuel. Sur le plateau, on a également le plaisir de recevoir Valentine Marou. Bonjour Valentine, vous êtes régisseuse, accessoiriste, réalisatrice, membre du collectif L'Étoile Verte, et vous réalisez des missions d'éco-référence sur des tournages. Tout à fait. Et on a une troisième personne qui est en distanciel à Arles, puisqu'on est sur un webinaire lui-même également éco-conçu, qui est Thibaut Thierry. Bonjour Thibaut. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Vous êtes chef de projet marketing et communication à l'agence Canopée située à Arles. Et j'en profite pour remercier le dirigeant de Canopée qui a mis à disposition Thibaut pour ce webinaire. Donc merci Lionel. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat, comme il est de coutume de faire, et on s'en fera les interprètes. Sachez qu'il y a une partie à la fin de ce webinaire pour poser des questions à nos invités. Alors, nous allons rentrer en plein pied dans ce webinaire avec une première partie qui va concerner des éléments de vocabulaire, de définition, de contexte sur le sujet de l'éco-conception, éco-production. Je vais volontairement me faire le candide de ce webinaire, poser des questions, enfoncer quelques portes ouvertes, battre en brèche quelques idées reçues et on aura la chance d'avoir nos invités qui vont me remettre dans le droit chemin et qui vont m'expliquer vraiment ce qu'on met derrière la question de l'éco-conception, éco-production. Valentine, vous êtes la première. On a eu l'occasion d'échanger ensemble. J'ai pu voir votre intervention dans un reportage sur le site internet Actu Environnement. Vous êtes intervenu pour expliquer vos missions d'éco-référente sur le film Le Routard. On a parlé. Je vous ai parlé d'éco-conception et il m'a dit hop, Nicolas, déjà première erreur. Vous mettez dans la même valise éco-conception, éco-production. On est sur deux choses différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principales différences de votre point de vue et finalement les missions qu'un éco-référent a sur le tournage d'une production audiovisuelle ?
Tout à fait. Effectivement, je vais reprendre un petit peu les termes. En tout cas, sur un film qui est en écoproduction, on fait vraiment la distinction de l'éco-conception et l'éco-production parce qu'on éco-conçoit un produit. En fait, ça va plus être effectivement en décoration, ou en tout cas conception de quelque chose de tangible, alors qu'on va éco-produire un film. Comme un film, c'est un service, parce que les gens achètent des tickets pour aller voir le film en salle. C'est juste cette distinction que je fais, en tout cas avec mes collègues qui font de l'éco-production, pour bien distinguer l'éco-conception de quelque chose et l'éco-production en fait, d'un film. Après, un autre terme sur lequel je reviens, mais on verra ça aussi avec Louise plus tard, c'est, on ne dit plus éco-référent, on dit coordinateur d'éco-production, en tout cas pour le poste que j'ai eu sur le Routard. Parce que l'éco-production aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup de choses à mettre en place. C'est effectivement coordonner en fait beaucoup de choses entre les départements. Donc un coordinateur d'éco-production va être embauché pour faire un bilan carbone avant et après tournage. Il va être là pour sensibiliser dans un premier temps et ensuite coordonner en fait tous les départements sur des missions très spécifiques. Et puis donc, par exemple, il va y avoir une lecture environnementale qui va se faire énormément en amont du projet, comme j'avais fait sur le Routard. Canal+ avait déjà en fait cette lecture environnementale, on va dire, dans les règles. Il y avait même une séquence un petit peu quota éco-production qu'on voit dans le film, sans spoiler, où justement un personnage parle de son bilan carbone et fait un voyage en montgolfière. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est plusieurs missions en fait qui sont importantes pour pouvoir avoir aussi du poids face à l'équipe après coup, mais aussi pour être sûr de pouvoir sensibiliser un maximum pendant la production du film, mais aussi après sur la vue en salle. Après, je voulais donner un petit exemple d'un autre film qu'on a écoproduit il y a longtemps, qui s'appelle L'attaque des déchets, où par exemple on avait les déchets en termes d'accessoires et de décoration, ou même en termes de personnages. Et en fait, on a recyclé, ou en tout cas mis en déchetterie un maximum de déchets pour en fait revaloriser tous ces objets de décoration. L'attaque des déchets, c'était prémonitoire. Oui, voilà. Vous aviez effectivement votre voie toute tracée pour travailler dans l'éco-production. Donc, merci beaucoup, Valentine. Avec plaisir. Thibaut, votre métier, c'est chef de projet marketing et communication, donc à l'agence de communication Canopé. On va s'imaginer un repas de famille ensemble, avec le petit neveu qui vient vous voir en disant tonton, est-ce que tu peux m'expliquer ton métier, est-ce que tu peux m'expliquer l'éco-conception en quelques minutes, donc à un enfant, je sais pas, de 7 ans, comment vous le feriez, comment vous pourriez expliquer votre métier? Oui, alors je vais essayer d'utiliser une image très simple d'abord pour expliquer l'éco-conception. Imaginez que vous vouliez construire un pont pour traverser une rivière. Vous avez 2 façons de faire, en fait. Vous allez pouvoir importer des grosses plaques en plastique épaisses et fixer tout ça avec des clous, donc des plaques qui viennent de loin avec des clous qui ne vont pas forcément être très solides. Donc ça va vous permettre de faire des économies, d'aller rapidement, mais en fait, tout ça va finir par se déformer, par s'user et par se casser. Il faudra certainement tout jeter, en fait, après quelque temps. Ou alors, vous pouvez choisir de construire ce pont avec un bois solide qui vient de la forêt d'à côté, qui a été travaillé par le menuisier du village d'à côté. Utiliser des vis inoxydables pour que ça dure le plus longtemps possible, et même dans la technique de conception, faire en sorte que le pont supporte des charges sur une longue durée. Donc ce pont-là va être plus résistant, va durer plus longtemps. Vous allez aussi plus tard, en fin de vie, pouvoir le démonter et réutiliser tous ces matériaux pour construire autre chose, par exemple une cabane ou un composteur, voilà, ou toute autre chose. Donc en fait, l'éco-conception, c'est ça, c'est la deuxième solution, mais pour tous les objets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir éco-concevoir des jouets, des téléphones,
des vêtements, des voitures et même des choses qui en apparence ne sont pas physiques comme des sites internet, des applications, les réseaux sociaux, même si ce n'est pas trop le cas aujourd'hui, et aussi la plupart des services que vous allez pouvoir trouver sur internet ou autre. Voilà, donc en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a 5 règles dans l'éco-conception. C'est on va fabriquer pour un usage spécifique. En gros, on ne va pas fabriquer quelque chose qui ne va pas servir ou pas beaucoup servir. On va du coup essayer de choisir les bons matériaux et les bonnes techniques. On va fabriquer intelligemment, donc de manière à ce que ce soit le plus facilement réparable, le plus facilement réutilisable. On va créer des choses qui vont être faites pour durer. Et en 5e, on va penser à la fin de vie de l'objet qu'on va créer. Donc, qu'est-ce qu'il va devenir une fois qu'il ne servira plus ou une fois qu'il sera trop usé pour servir? Est-ce qu'on va pouvoir le démonter? Est-ce qu'on va pouvoir réutiliser un peu tous les éléments qu'on a utilisés pour la construction de ce pont? Donc voilà, pourquoi c'est important? C'est parce que finalement, chaque objet qu'on fabrique utilise de l'énergie, de l'eau, des ressources. Et l'éco-conception, en fait, c'est simplement réfléchir avant la conception, avant la fabrication de l'objet, pour essayer de faire les choses de la manière la plus intelligente possible. Et moi, mon métier, donc, au sein de l'agence Canopée, consiste à accompagner les clients de l'agence, donc qui peuvent être des clients du secteur privé ou public, dans leur démarche de communication responsable. Donc, moi, en tant que chef de projet, je suis en fait l'interface entre le client et l'agence, et les prestataires aussi. Donc, je sers vraiment de canal d'échange en fait entre le client et l'agence pour mener à bien les projets. Et j'interviens du coup de la naissance du projet jusqu'à son déploiement final. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des objets ou même des services numériques. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Et du coup, voilà, donc les projets sur lesquels j'interviens vont du conseil stratégique à la création de supports de communication en passant par tout le suivi et l'accompagnement nécessaire entre les deux. Merci Thibaut. Avec ça, je pense que votre petit-neveu de 7 ans a déjà sa vocation. Donc merci à vous, c'était très clair. Louise, vous êtes déléguée aux affaires sociales au syndicat des producteurs indépendants, le SPI. Est-ce que vous pouvez nous présenter le SPI, son action auprès des adhérents et comment finalement vous vous êtes emparé du sujet de la transition écologique? Alors le SPI, donc syndicat de la production indépendante, c'est une organisation professionnelle qui regroupe à peu près 570 sociétés de production audiovisuelle et cinéma dans tous les genres. Donc elles font de la fiction, du documentaire, du film d'animation, de la captation de spectacle. Je le précise parce que chaque genre peut avoir ses implications spécifiques en termes d'éco-production. Et donc nous, notre rôle, c'est de les représenter, de les défendre dans l'écosystème institutionnel, politique et social, et de les accompagner et de les conseiller au quotidien dans leurs activités. Nous, c'est, je dirais, à peu près en 2019 que le sujet de l'éco-responsabilité dans la production de films a commencé à émerger au sein du syndicat, dans les groupes de travail, avec les adhérents. Certains étaient déjà très engagés, très militants sur le sujet et commençaient à mettre en place des chartes ou à fixer des grands principes qui structuraient leur activité, comme le recyclage, les économies d'énergie, la réduction des déchets, la rationalisation des transports. Bon, voilà, chacun avait un peu des priorités sur le haut de la pile. Et puis il y avait aussi des adhérents qui étaient surtout curieux, qui ne connaissaient pas forcément grand-chose et qui ne savaient pas forcément comment prendre le sujet en main. Et donc de là est né des débats au sein des producteurs et des productrices. Et on s'est assez vite rendu compte que, au-delà des actions du collectif EcoProd dans la production audiovisuelle et cinéma, c'était nécessaire de pouvoir mettre en place des formations pour permettre aux différents professionnels d'appréhender un peu le sujet, savoir par quel bout le prendre. Et puis, dans un second temps aussi, former des personnes vraiment de façon approfondie pour qu'elles soient capables d'intégrer pleinement ces enjeux-là dans leur pratique professionnelle. Nous, en tant que partenaire social, aux côtés des syndicats de salariés et des syndicats d'employeurs, donc on a évidemment d'abord soutenu l'AFDAS dans la réalisation d'une offre de service pour les adhérents autour de la transition écologique. Et puis on a aussi poussé pour la mise en place de formations certifiantes
Et enfin, on a mis en place aussi des outils pour accompagner nos adhérents, pour qu'ils puissent aussi répondre aux nouveaux enjeux de politique publique, notamment l'éco-conditionnalité des aides du Centre national du cinéma, on y reviendra après. Mais voilà, du coup, c'est un peu multimodal, ça se joue à plusieurs niveaux. Merci, merci Louise. Il est à noter aussi que ce sujet de l'éco-conception, éco-production, donc comme je le disais, il concerne d'autres secteurs d'activité et que effectivement d'autres syndicats sont actifs sur le sujet. Sur le secteur de l'édition, nous avons le syndicat national de l'édition qui a publié récemment un dossier spécifique. Je vous encourage pour les personnes qui regardent le webinaire et qui font partie de ce secteur d'aller consulter ce dossier. Sachez que les organisations de salariés sont également actives sur le sujet, puisqu'on peut citer notamment, il y a d'autres collectifs, mais il y a un collectif qui s'appelle les collectifs des Sentinelles Vertes, qui est un collectif sur sur la CFDT et donc notamment la F3C, donc la Fédération Culture, Création et Communication, qui est assez active sur le sujet et qui travaille et qui essaie de faire bouger les choses ici de son côté. La deuxième partie de ce webinaire, après quelques défrichages de définition et de contexte, c'est finalement une partie qui va être dédiée à comment je me suis formé sur le sujet, comment je suis monté en compétences, et finalement derrière, de la part de Louise, un constat peut-être encore un peu plus précis de ce qui a été mené chez les adhérents du SPI. Valentine, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à investir le sujet de l'éco-conception ? Comment l'avez-vous fait ? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le début de votre histoire avec ce sujet ? Déjà, je suis arrivée à Paris en 2016 pour justement travailler dans le cinéma. Et donc j'ai commencé à intégrer les tournages, on va dire, en 2017. Et là, je me suis rendu compte que soit j'étais sur des courts-métrages avec des économies de budget, économies on va dire aussi pardon, je perds les mots, mais une économie en fait un petit peu de tout, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de sous. Et après, quand j'ai commencé à aller sur des tournages où justement il y avait beaucoup plus de budget, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de gâchis, etc. Et en 2019, je suis partie aux Philippines faire de la conservation marine, parce que c'était le 3e pays le plus pollué par le plastique à l'époque. Et là, je me suis sensibilisée énormément à ce genre de choses, aussi à qu'est-ce qu'on pouvait faire dans les zones marines protégées, les zones marines non protégées. Et quand je suis revenue en France, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas agir au sein de mon métier. Et donc, je me suis renseignée sur ce qui existait déjà. EcoProd était créé en 2009. Donc était déjà actif sur ce genre de choses, mais finalement, on n'en entendait pas vraiment parler. Et puis, tous les gens qui travaillaient sur ce sujet-là avaient d'autres métiers à côté. Et donc, je suis arrivée à peu près juste après Pauline Gilles, que j'ai rencontrée sur d'autres tournages, qui m'a recommandé d'aller faire un tour là-bas. Et j'ai rencontré donc Alissa Aubank, qui était salariée là-bas pour la première fois. Là-bas, c'est à EcoProd. Chez EcoProd, pardon. Et donc, je me suis retrouvée être service civique à ce moment-là, en 2020. Et on a essayé de lister tous les sujets qui pouvaient être mis en lumière et qui pouvaient être mis en activité aussi, surtout. Donc, on s'est mis à parler label, on s'est mis à parler formation, on s'est mis à parler justement d'un métier. Donc, à l'époque, on disait éco-référent. Maintenant, l'éco-référent, c'est plutôt la personne qui est référente dans les départements. Et donc, aujourd'hui, on a le coordinateur d'éco-production. Et en parallèle, comme j'étais en service civique, je continuais à faire des tournages et je testais en fait des choses qu'on voulait mettre en avant avec toutes les personnes qui venaient en fait nous voir au sein d'EcoProd, qui avaient mis en place plein de choses qui existaient déjà, mais dont ils parlaient peu. Et surtout, je pense que dans notre société aussi, on commençait à parler de ce genre de choses, de la transition écologique, du secteur, ou alors de la transition écologique tout court. Et c'est ça qui nous a permis en fait de
de se dire que quelque chose était possible, que le CNC était justement en faveur de mettre en place justement l'éco-conditionnalité des aides ou alors de mettre en place des formations, que ce soit l'AFDAS aussi. Et justement, toutes les associations de techniciens, techniciennes qui œuvraient déjà de leur côté. Et donc, on a réussi à assister et à essayer de fédérer en fait une espèce d'émulsion de personnes qui voulaient faire de l'écoproduction. Et est né aussi de ça, d'ailleurs, avec plusieurs autres collègues qui travaillaient déjà dans leur coin, notre collectif l'Étoile Verte. Je dis ça parce que les gens appellent ça étoile verte. Et c'est oui, j'ai même fait l'erreur moi, au début. Et c'était l'idée en fait d'une toile qui permettait de rassembler et de fédérer tous les professionnels du secteur de l'audiovisuel qui veulent faire de l'écoproduction et qui en font à travers justement les réseaux sociaux ou des événements. Donc on est présent sur WhatsApp, les sites web ou alors sur Discord et sur des événements comme Cannes ou Production Forum où justement on rassemble un petit peu toutes les idées qu'ont les gens ou qu'ils ont créées via des associations ou des collectifs. Et en fait, on met en lien ces personnes-là pour pouvoir en fait faire avancer les choses. C'est vraiment un collectif qui concerne les individus alors que EcoProd concerne les entreprises. Donc, voilà. Oui, EcoProd, si je dis que c'est en fait un collectif d'entreprises qui sont actives sur le secteur de la production audiovisuelle, cinématographique, est-ce que je suis à côté de la plaque ou... Non, alors c'est ça, sauf que c'est plus un collectif, c'est une association. C'est ça. Au début, c'était un collectif et après, il y a eu, comme les Pokémon, une évolution en association, effectivement. Tout à fait. Merci beaucoup. J'avais juste précisé qu'en plus, ils proposent beaucoup d'outils, justement, et de ressources utilisables. Oui, pardon, les fiches d'écoproduction. Merci Louise, vous me spoilez ma rubrique pour aller plus loin, mais il n'y avait pas de souci. Oui, c'est très bien fait. Thibaut, je me retourne vers vous. On va laisser tranquille le petit neveu de 7 ans. La question, elle va être un peu identique à celle de Valentine. Finalement, votre parcours professionnel, votre spécialisation sur le sujet de l'éco-conception, comment elle s'est matérialisée dans votre trajectoire ? Oui, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai eu un parcours de formation et un parcours professionnel qui est vraiment très classique dans le secteur du marketing et de la communication. En revanche, il y a quelque chose qui me caractérisait, c'est la préservation de la nature. Ça a toujours fait partie de mes valeurs et notre impact sur l'environnement, ça a toujours fait partie de mes préoccupations. Mais c'est un sujet qui était resté très en surface dans mes premières expériences. Disons que il y avait des projets qui intégraient cette dimension-là, mais c'était jamais de manière très poussée. Ce n'est que depuis que j'ai intégré l'agence Canopée, donc c'est-à-dire il y a un peu plus de 4 ans, que j'ai commencé à approfondir le sujet parce que c'est une agence qui est vraiment, pour le coup, spécialisée sur ce secteur d'activité. Donc d'abord, en intégrant Canopée, j'ai compris que je m'y connaissais, que j'avais quand même des connaissances, mais que le sujet était en fait beaucoup plus vaste et technique que ce que je l'avais envisagé, notamment avec tout ce qui concerne l'analyse du cycle de vie, des choses comme ça. Donc qui sont des formations que j'ai pu faire assez rapidement en intégrant l'agence Canopée. Donc l'analyse de cycle de vie des projets, des objets, voilà, c'est quelque chose qu'on intègre à peu près dans toutes nos prestations. J'ai aussi commencé à m'intéresser au numérique responsable avec notamment le MOOC numérique responsable qui est proposé par le gouvernement. Voilà. Et puis progressivement, je me suis formé à d'autres méthodes qui sont un peu moins connues, mais qui sont plus poussées et qui ont surtout une portée beaucoup plus grande. Par exemple, le FSSD, qui est une méthode scientifique suédoise qui a 35 ans et qui permet de travailler à un niveau stratégique dans les entreprises pour arrêter de réagir et en fait commencer à réfléchir très concrètement aux enjeux actuels, mais aussi et surtout aux enjeux futurs, pour s'assurer en fait de faire des choix qui soient soutenables et sécurisants pour chaque entreprise et aussi pour la planète. Donc ça prend en compte les choix d'aujourd'hui, mais surtout ça permet d'encadrer les choix qu'on va faire demain.
Pour ceux que ça pourrait intéresser, je vous incite à taper FSSD sur Internet. Vous verrez, c'est vraiment un sujet très intéressant et c'est quelque chose qui est bien fait. C'est une méthode qui a 35 ans, qui est utilisée par par pas mal de grandes entreprises assez connues comme Electrolux l'a mis en place, par exemple. Voilà, donc j'ai pu me former à ce type de méthode ou également à la conception responsable de services numériques. Donc, c'est quelque chose dont je pourrais reparler plus tard. Mais sur ce domaine-là particulier, donc la conception de services numériques responsables, typiquement, l'agence a commencé à s'y intéresser assez en amont, en fait, on va dire, enfin, à l'époque où on s'y est intéressé, c'était pas un sujet qui était encore très connu, qui était encore très, très vulgarisé déjà, et la formation était assez difficile à trouver. C'est-à-dire qu'il y avait des formations qui parlaient de la théorie, donc ça, c'était pas vraiment le problème. En revanche, nous, en tant qu'agence de communication, on avait des outils numériques à créer, par exemple des sites internet. Et dans la pratique, en fait, on cherchait des formations et on manquait de formations, donc on a dû se mettre par nous-mêmes, en fait, à faire de la recherche et développement pour mettre en pratique la théorie pour nos clients et pour finir, en fait, par maîtriser techniquement le concept qu'on avait théorisé. Donc aujourd'hui, ça nous a permis du coup de peaufiner un peu nos prestations et de proposer du coup diverses prestations à nos clients qui vont du conseil sur la gestion de leur communication à la création, par exemple, de sites web éco-conçus. Voilà, donc je ne vais pas avoir trop le temps de m'étaler sur le sujet, comme je disais, mais si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site de l'association Green IT, qui déborde de ressources et d'informations au sujet du numérique responsable en particulier. Et voilà, vous pouvez très bien me poser des questions aussi à ce propos, auxquelles je pourrais répondre un peu plus tard si le sujet vous intéresse, si vous voulez que je creuse un peu le sujet. Merci Thibaut, on a la chance d'avoir des invités qui sont prescripteurs d'outils et de sites internet. On a parlé du site internet d'EcoProd et là vous nous donnez un autre exemple de structure qui met à disposition du plus grand nombre des outils autour de l'éco-conception. Thibaut comme Valentine, c'est vrai que vous exprimez effectivement le fait que quand on est sur des sujets un peu d'avant-garde, il peut y avoir une forme de complexité à trouver une offre de formation qui réponde vraiment à ces sujets spécifiques qui sont à un instant T potentiellement de niche, et qu'il peut y avoir effectivement un petit décalage de temps entre moi j'ai mon sujet de niche spécifique et est-ce que j'arrive à trouver finalement une formation qui peut répondre à ça. Donc il peut effectivement y avoir ce petit décalage. Pour rappel, l'AFDAS fait bénéficier à ses ayants droit, que ce soit entreprise ou public spécifique, une offre de formation, donc une offre clé en main, ce qu'on appelle l'offre clé en main, donc un catalogue à tarifs négociés, donc autour de la transition écologique. Donc on vous donne rendez-vous, là on arrive en fin d'année, donc on vous donne plutôt rendez-vous l'année prochaine pour étudier vos projets de formation, donc les personnes qui regardent ce webinaire et qui seraient intéressées, avec en 2026, qui dit nouvelle année, dit nouvelles règles de gestion, et vous pouvez effectivement compter sur vos conseillers, qu'ils soient conseillers entreprise ou conseillers ce que nous on appelle particulier public spécifique, pour pouvoir vous accompagner sur vos projets de formation. Louise, je reviens vers vous par rapport au syndicat. Vous avez commencé un peu à aborder tout à l'heure le sujet des constats, mais est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans le constat des évolutions par rapport à ce que vous voyez de vos adhérents, par rapport aux productions, et qu'est-ce qui motive finalement ces évolutions, outre le fait d'avoir une conscience écologique et environnementale? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est qu'en 5-6 ans, les choses ont énormément évolué. Donc c'est hyper positif, ça allait très vite. Et franchement, je trouve que le secteur s'adapte quand même très vite et assez facilement, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire.
D'abord parce qu'il y a eu des initiatives individuelles qui ont permis de développer des bonnes pratiques et des moyens pour éco-produire, en tout cas produire de façon responsable. Qu'il y a une conscientisation du sujet dans les équipes, pas seulement à la prod qui peut effectivement avoir à donner l'impulsion sur le projet, mais aussi dans tous les départements qui collaborent sur la production d'un film. Et puis il y a eu des outils comme des annuaires de prestataires éco-responsables par exemple qui ont été mis en place. Donc ça va du loueur de véhicules à la cantine, à la société de nettoyage. Voilà, on a plein de prestataires comme ça qui s'engagent sur des normes éco-responsables. On a des recycleries aussi de décors et de costumes de cinéma, tu en as parlé tout à l'heure. Et puis, surtout, ce qui a vraiment permis au secteur, je pense, de passer un cap, c'est l'élaboration et l'homologation d'outils de mesure carbone des films. On a plusieurs outils qui ont été homologués par le Centre national du cinéma, soit pour la prise de vue réelle, soit pour le film d'animation, parce qu'encore une fois, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Et par ailleurs, on a aussi eu des politiques publiques, que ce soit locales ou nationales, qui ont vraiment porté le sujet de l'éco-responsabilité. Et on ne va pas se mentir, ça a vraiment contribué au coup d'accélérateur qu'on a vu ces dernières années. D'abord sur le plan du financement, puisque pour produire un film, il faut déjà trouver les financements. Donc déjà depuis, je pense, 2020-2021, il y avait certaines régions qui avaient mis en place une éco-conditionnalité de leurs aides ou alors des bonus aux aides attribuées aux projets de films sur la base de critères éco-responsables. Donc je pense qu'il y avait notamment Grand Est, Corse et Région Sud qui s'étaient engagés assez tôt. Et on a désormais aussi au niveau national le CNC qui a conditionné complètement ses aides à des critères d'éco-responsabilité et en particulier la production d'un bilan carbone, enfin de 2 bilans carbone, donc prévisionnel et définitif. Sur le plan de l'organisation des tournages aussi, on voit très concrètement, c'est très opérationnel, mais on a certaines villes, notamment la ville de Paris, qui ont décidé d'imposer des modalités d'organisation des tournages qui permettent à la fois de mieux respecter, on va dire, la ville et ses citoyens, mais également de respecter l'environnement pour limiter la pollution liée au tournage. Donc, par exemple, la ville de Paris, elle va limiter le nombre de véhicules autorisés par film. Elle va mettre à disposition des branchements secteurs plutôt pour éviter les groupes électrogènes, voire interdire certains groupes électrogènes. Bon, voilà, c'est des choses très concrètes qui, de fait, en fait, c'est une règle qui s'est imposée et donc les productions se sont adaptées. Et puis, donc voilà, j'en ai parlé, mais c'est vraiment la mesure de l'impact carbone de chaque projet. Ça a vraiment, je pense, changé l'appréhension du sujet dans le sens où c'est plus un engagement particulier, personnel. C'est mesuré, c'est objectivé et il y a des outils qui sont harmonisés d'un film à l'autre. Donc on peut aussi comparer. Et on peut forcément suivre aussi l'évolution du bilan carbone, donc essayer de limiter l'impact carbone du film. Donc je dirais qu'au-delà des incitations qui ont été mises en place au départ, maintenant qu'on a des obligations pour pouvoir bénéficier des aides publiques, c'est une petite révolution quand même qui s'est mise en route. Et bon, voilà, il y a encore du chemin à parcourir, mais je trouve que voilà, les sociétés de production s'adaptent bien. Et il y a beaucoup d'initiatives, notamment de techniciens et techniciennes, il faut le dire, qui permettent de mettre à disposition des outils pour accompagner tout le monde. Merci beaucoup Louise, je crois que ça parlait beaucoup à Valentine a priori. C'est un secteur d'activité qui, comme d'autres, c'est vrai que la vieille tradition du bâton et de la carotte, finalement, c'est deux éléments qui permettent effectivement deux leviers qui permettent d'inciter fortement au changement, d'inciter aux évolutions, au changement des pratiques. Et justement, cette troisième partie, vous voyez, il y a un fil qui a été travaillé quand même, cette troisième partie de ce webinaire, c'est plutôt sur le volet collectif. C'est-à-dire que quand on travaille sur ce sujet, quand on essaie d'instaurer des gestes nouveaux pour faire évoluer les consciences, pour faire évoluer les métiers et donc l'impact environnemental
de son activité, j'imagine que ça doit bousculer des habitudes, ça doit bousculer des équipes qui nous disent maintenant il faut qu'on travaille comme ça, d'accord, sinon il y a la pénible ou le pénible qui vient me voir en me disant voilà. Et potentiellement aussi les liens qu'on peut avoir avec ses parties prenantes, notamment sa clientèle. Donc cette troisième partie, ça va être surtout comment un collectif de travail ou comment on amène ça par rapport à des relations qu'on avait avant avec potentiellement sa clientèle. Valentine, donc on l'a dit, vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous êtes régisseuse, vous êtes accessoiriste, vous êtes réalisatrice de plusieurs courts-métrages, je crois. Oui, tout à fait. Dont certains qui ont reçu les prix, je crois. Oui, finalement, l'éco-production, qu'est-ce que ça a changé pour vous, dans votre pratique au quotidien? Qu'est-ce que ça a changé dans votre relation avec une équipe de tournage? En gros, est-ce que vous avez vu des évolutions? Les relations avec les collègues, est-ce que ça a été, il y a eu des évolutions ou pas? Ou peut-être des anecdotes à nous donner? Oui, là, ce qui me vient tout de suite en tête, c'est notamment la table régie. La plupart des courts-métrages ou même des séries ou longs-métrages que je fais aujourd'hui, on fait vraiment une table régie éco-responsable. Donc on va surtout aller se fournir en vrac, on va essayer de mettre des choses à grignoter qui vont être un petit peu plus saines. Pareil pour les boissons, ce qui suscitait parfois des réactions, il n'y a pas de coca à la table régie. mais au final, on a fini par un peu adapter les habitudes de chacun. Et s'adapter aussi à leurs habitudes. Donc si par exemple on a vraiment un réalisateur qui fonctionne au Red Bull, peut-être qu'on va essayer de négocier et d'avoir un peu de Red Bull, mais on va essayer aussi de changer un peu les habitudes, dans le sens où nous, ça nous arrange aussi pour avoir un bilan carbone un peu plus positif quand même à la fin. Et c'est assez marrant parce que encore aujourd'hui, les gens qui ont affaire à notre table régie, parce que je dis notre parce que j'ai souvent une équipe avec qui je travaille en régie, qui est souvent la même, sont surpris parce que il y a moins de choses, c'est meilleur et c'est agréable à regarder. Et c'est vrai qu'en fait, ça change tout. Encore récemment, je donnais des coups de main sur des courts-métrages pour le Nikon Film Festival. Et c'est vrai qu'on mettait des choses à la table régie qui finalement suscitaient des réactions positives. Après, dans le milieu de l'accessoire aussi, ça nous permet d'anticiper un maximum en fait, les accessoires objets qu'on va devoir manipuler. Et au lieu de se dire qu'on passe par Amazon, qu'on va faire de la livraison, etc., en fait, ça nous permet de se dire, on va parler avec le ou la réalisatrice en lui disant, voilà, nous, on a besoin de ça, j'ai besoin d'une validation vraiment en 3 semaines, 2 semaines avant, pour valider cet objet qui va être important, et j'aimerais éviter de passer par Amazon au dernier moment. Donc ça nous permet d'être validé en amont et d'avoir peut-être à aussi moins doubler le nombre d'achats, parce que quand on fait un peu au dernier moment, on propose plusieurs choses, plusieurs objets, et donc ça permet de travailler un peu différemment, et finalement on travaillait aussi différemment par rapport à l'époque, parce que Amazon n'existait pas à l'époque. Donc on revient un petit peu aux bases aussi quelque part, ce qui nous arrange. Et après, dernière chose, c'est que quand je réalise des films, déjà, moi, tous les sujets que j'aborde dans mes histoires, en fait, c'est des sujets engagés qui vont parler soit d'éco-production, de féminisme, etc. Et c'est vrai que quand la réalisatrice ou le réalisateur est convaincu, ou en tout cas apporte son engagement auprès de l'équipe, derrière, on a une équipe qui est assez engagée et c'est hyper facile de faire de l'éco-production. Donc quand j'ai fait coordinatrice d'éco-production, j'ai eu plusieurs niveaux de films où j'ai eu des réalisateurs, réalisatrices engagés. Du coup, l'équipe suivait. J'avais des films où justement c'était inconnu pour tout le monde et d'autres où j'avais des mix. Donc en fait, il y a aussi un niveau de langage pour sensibiliser les gens. C'est-à-dire qu'au départ, on va peut-être mettre la base pour tout le monde, recycler les déchets, revaloriser, etc. Et si jamais on voit que l'équipe est déjà engagée à l'habitude, on va monter d'un cran et ainsi de suite.
Et c'est ça qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le secteur a évolué de manière ultra positive, qu'aujourd'hui, si on demande à un technicien, une technicienne, est-ce que tu as déjà fait de l'éco-production? La réponse, la plupart du temps, ça va être oui. Mais voilà, il y a quand même certains films où le niveau en termes d'éco-production est quand même encore assez bas. Et ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner ou justement se frustrer, mais c'est juste que voilà, c'est encore en train d'évoluer. Mais on remarque, et notamment avec la plupart des films que j'ai pu voir en festival aussi, qu'il y a énormément en fait, de choses qui ont été mises en place. Et notamment, je suis allée au Festival Atmosphère, qui est un festival qui prône justement la transition écologique. Et en fait, le nombre de films qu'il y a et qu'il existe, avec des sujets engagés, est énorme. Donc voilà, moi je suis assez contente de me dire que vraiment j'ai l'impression d'être arrivée au bon moment, au bon endroit. Et je continue. Bon, en tout cas, vous êtes arrivé dans le studio de l'AFDAS et c'est vraiment un bénéfice. C'est vraiment un bénéfice pour ceux qui regardent le webinaire. Merci beaucoup pour votre témoignage. Oui, c'est à l'image de la vie, hein, avec des personnes qui sont plus ou moins avancées sur le sujet et des consciences plus ou moins éveillées sur le sujet. Donc, vous avez votre bâton de maréchal et vous allez à destination de l'éveil des consciences. Merci à vous. Et d'ailleurs, je vais rajouter un dernier truc. Il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir un niveau d'éco-production différent des autres, parce qu'en fait, on a chacun notre sensibilité aussi, et nos réflexes, et notre éducation. Et en fait, ça changerait. En fait, on est tous dans le même bateau ensemble. Donc voilà. Donc effectivement, je retiens la bienveillance qu'il faut avoir aussi par rapport à cette disparité d'éveil des consciences. Je vous rejoins complètement. Alors là, on a parlé d'une équipe, d'un collectif de travail. Thibaut, moi, je vais me tourner vers vous pour qu'on aborde ensemble finalement un sujet peut-être un petit peu différent, c'est sa relation au client, à la clientèle. Votre travail, c'est d'aller répondre à des besoins de structures qui souhaiteraient être accompagnées sur leur communication. Quand vous présentez un projet ou quand vous faites des recommandations à un client qui intègre ce projet ou cette recommandation, qui intègre de l'éco-conception, déjà, est-ce que c'est souvent le cas? Est-ce que c'est souvent une demande de l'entreprise ou du client? Comment vous le valorisez? Comment c'est accueilli par le client? Alors, ça va dépendre effectivement de sa demande. Et est-ce que c'est une valeur ajoutée? Alors oui, alors moi je vais vous donner une réponse qui va rejoindre un peu ce que vous avez dit, Valentine et vous, Nicolas, qui est que en fait, ça va dépendre complètement du client et de sa perception de la crise environnementale, de ce qu'est un impact environnemental et de ce qu'est l'éco-conception. Avec mes clients habituels, on va dire ce qui constitue la majorité de mes clients, c'est surtout des entreprises qui nous connaissent et qui viennent nous rencontrer parce qu'ils se sont intéressés à ces sujets et ils souhaitent mettre en place des choses qui vont dans ce sens-là. Donc, souvent, avec ces clients-là, quand ils viennent nous voir, la question principale, celle que je rencontre quasiment tout le temps, c'est est-ce que ça va me coûter plus cher en fait de travailler avec l'éco-conception, de travailler avec une méthode un peu plus responsable? Ma réponse, en fait, elle va être toujours la même sur le sujet. Donc, je vais leur dire que sur le moment, oui, ça va coûter un peu plus cher puisqu'il va y avoir une réflexion et une ingénierie nécessaire pour penser tout ça, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir rémunérer. Mais sur le long terme, en fait, c'est quelque chose qui est très rentable parce que ce qu'on va créer, ça va être étudié et ça va être construit pour durer, en fait. Donc, il y a cette typologie de clients-là. Il y a aussi, donc moi, dans mon métier, avec mon agence, je suis amené à aller sur des salons pour rencontrer de nouvelles entreprises et potentiellement rencontrer mes futurs clients. Et là, c'est différent parce que là, on doit vraiment convaincre des clients potentiels. Donc, il y a quand même une majorité de personnes aujourd'hui qui connaissent le sujet, qui sont quand même sensibles à ce sujet. Donc, on ne part pas de zéro avec la majorité des gens. Après, il y a des personnes aussi qui se détournent volontairement du sujet parce qu'ils n'ont plus envie d'entendre parler de réduction de l'impact ou quoi que ce soit. Bon, voilà, il
y a aussi cette typologie-là. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent et qui ont envie de s'y intéresser, c'est pas forcément difficile d'arriver à les sensibiliser plus et à leur faire comprendre l'intérêt de tout ça. Donc, ce qui leur manque souvent à ces personnes-là, c'est la compréhension des impacts réels de leurs actions et de leurs outils, des outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc, dans leur communication, ça peut être le site web, ça peut être des plaquettes qu'ils impriment systématiquement, alors que les informations qui sont dessus ne vont pas être forcément les plus pertinentes. Donc, c'est des papiers qui vont être jetés, qui ont été imprimés pour rien. Voilà, c'est juste pour donner un exemple. Et nous, en fait, on est là pour leur donner cette connaissance et leur expliquer quels sont les moyens concrets, en fait, pour agir. Et à ce moment-là, on a des réactions souvent qui sont « Ah oui, je comprends, oui, en effet, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour modifier nos pratiques. » Donc, en fait, simplement, le fait de discuter et de faire de la pédagogie lors de conférences, de salons ou avec ces personnes-là suffit bien souvent à convaincre de l'utilité de ce qu'on fait. Et c'est un peu ce que disait Valentine aussi. Les personnes, une fois qu'elles sont face à ce qu'on a mis en place, se disent oui, en fait, c'est pas si pire, c'est même presque plus intéressant en fait de travailler comme ça. Donc voilà, moi mon métier, c'est aussi de faire comprendre la nécessité de travailler en éco-conception. Pour reprendre l'image après du pont que je donnais tout à l'heure, il y a toujours deux façons de construire en fait. Il y a une façon de construire avec une vision à court terme. Donc on va construire vite avec des choses qui vont nous coûter moins cher. Voilà, peut-être simplement pour respecter les réglementations existantes. Mais voilà, dans 5 ans, il va falloir réparer, dans 10 ans, il va falloir refaire. En fait, on va payer 3 fois. On va payer à la construction, à la réparation et à la reconstruction, sans compter toutes les perturbations qu'il peut y avoir à côté, les fermetures, les coûts cachés, etc. Avec une vision à long terme, en fait, on va prendre un peu plus de temps à réfléchir pour étudier le terrain, les flux, les matériaux qui vont être locaux, qui vont être plus durables. On va faire des plans pour ce pont qu'on essaie de créer. Et en fait, on va mettre en place l'ingénierie nécessaire pour que ce qu'on va créer résiste dans le temps, soit facilement réparable et que ça évolue aussi avec les besoins. Donc, ça va nous coûter un peu plus cher au départ, mais par contre, on va construire quelque chose qui va durer 50 ans, 100 ans. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut avoir en tête. Et je vais finir avec ça, juste pour expliquer, moi, quels sont les arguments que j'utilise aussi pour convaincre ces personnes que je rencontre. C'est que, en fait, avec l'éco-conception, je dépasse le simple fait de parler d'environnement parce qu'en fait, on va construire en ayant moins de risques. Donc, on va anticiper tout ce qui va être contraintes réglementaires, pénurie de ressources, les attentes de nos clients. On va faire avec plus de résilience. Donc, on va faire des choses qui vont être faites pour durer et pour s'adapter. On va mettre en place un avantage compétitif sur le long terme parce que ce qu'on va créer va durer plus longtemps. Donc, on ne va pas être obligé de refaire en permanence. C'est des choses aussi qui vont être bien pensées intelligemment, donc qui vont être pertinentes sur le long terme. On va aussi faire des économies réelles, donc ça veut dire va y avoir moins de maintenance, moins d'obsolescence, moins de gaspillage, ce que disait Valentine aussi. Et enfin, c'est une action consciente pour réduire notre impact sur l'environnement qui peut aussi avoir un potentiel d'inciter d'autres personnes, d'autres entreprises, d'autres structures à faire la même chose. Voilà. Donc, oui, en fait, pour remplir un objectif, il y a toujours deux chemins. Il y a toujours le chemin court qui va vous coûter 3 fois, ou le chemin long qui va vous coûter plus cher une seule fois, mais qui va durer plus longtemps. Donc, en fait, l'éco-conception, finalement, ça revient, ou l'éco-production aussi, j'imagine qu'on peut faire ce parallèle-là aussi, ça revient à la même chose qui va être de réfléchir plus intelligemment, en fait, nos investissements. Oui, on retombe sur la question de la durabilité. Hein. C'est comment finalement on évite de redépenser de la ressource, de l'argent, du temps pour mettre quelque chose qui soit beaucoup plus durable. Merci Thibaut. Louise, je vais vous demander un petit exercice, il va falloir changer de casquette. Puisque vous êtes également présidente de la Commission paritaire nationale emploi et formation du secteur de l'audiovisuel, donc la CPNEF. Est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle de cette commission et
les derniers travaux qu'elle a pu mener sur la transition écologique, et notamment sur l'étude d'opportunité, création quelque chose qu'on a un petit peu entendu depuis le début du webinaire, qui est la certification du métier de coordinateur d'écoproduction. Alors, la CPNEF, je suis désolée pour l'acronyme de l'audiovisuel, c'est une instance paritaire qui réunit les partenaires sociaux, donc syndicats, employeurs et salariés de l'audiovisuel. Quand je dis audiovisuel, c'est au sens large, c'est le cinéma, le film d'animation, l'audiovisuel, la prestation technique, la télédiffusion et la radiodiffusion. Donc tout ce beau monde se réunit et mène des travaux en lien avec l'emploi et la formation. Donc les 3 grandes missions de la CPNEF, c'est observer l'emploi en menant notamment des études sur les besoins en compétences et l'évolution des métiers. C'est informer sur les métiers de l'audiovisuel, ce qui permet d'informer les entreprises, les salariés et aussi le grand public pour attirer des nouvelles personnes dans le secteur et informer sur les formations qui mènent au métier. Et enfin, une de nos grandes missions, c'est aussi de créer des certifications professionnelles pour répondre aux besoins des entreprises. Donc certification, c'est en fait une formation certifiante qui permet d'attester. Donc il y a vraiment un jury à la fin avec une évaluation des compétences. Et donc la certification atteste de l'acquisition des compétences par la personne qui a suivi la formation. Et donc pour les entreprises, c'est un gage de fiabilité au même titre que on peut recruter des gens qui ont un BTS, une licence, un master ou que sais-je. Et tout cela, on le fait évidemment en lien très étroit avec l'AFDAS qui nous apporte un support technique très précieux. Donc ces dernières années, en matière de transition écologique, on a eu plusieurs travaux. On a mené 2 études qui ont permis d'objectiver la maturité du secteur sur les questions d'éco-responsabilité et du coup de mesurer la nécessité de mettre en place des formations et quelles formations. On a réalisé une fiche métier de coordinateur d'éco-production et bientôt, donc là on a mis en place une première certification et bientôt une deuxième. Je m'explique. Donc la première certification, c'est un certificat de compétences professionnelles, ce qu'on appelle un CCP, qui vise tous les salariés qui ont déjà une première expérience professionnelle dans l'audiovisuel ou le cinéma et qui souhaitent se former aux enjeux de l'éco-responsabilité et intégrer cela dans leur pratique professionnelle au quotidien. Donc il y a plusieurs parcours d'ailleurs spécialisés. Il y a un parcours généraliste, un parcours documentaire, un parcours image numérique, un parcours régie et gestion de production et il me semble qu'il y a aussi un parcours décoration. Donc c'est une formation qui dure entre 56 et 119 heures, donc c'est quand même assez significatif en volume horaire. Et à la fin de la formation, donc les stagiaires passent une épreuve, ils obtiennent une certification. Et c'est intéressant pour les employeurs parce qu'ils savent qu'ils vont recruter des personnes qui sont capables d'intégrer ça dans leur pratique et notamment quand c'est des chefs de poste, c'est particulièrement intéressant. Et donc ça, c'était en 2021, si je ne me trompe pas, qu'on avait créé cette certification. Et à l'époque, c'était encore un peu le début, si je puis dire, même si on n'est que 3 ou 4 ans après, mais à l'époque, on se disait, ça ne sert à rien de créer une formation pour former juste des spécialistes, parce qu'on a besoin d'acculturer tout le monde. Et du coup, c'était pour ça qu'on avait vraiment conçu une formation qui était vraiment conçue comme une brique complémentaire aux métiers déjà existants, parce qu'on considérait que chacun devait intégrer ça dans ses pratiques et faire évoluer en fait ses pratiques professionnelles. Et petit à petit, donc le sujet a pris plus de place dans les productions, aussi grâce aux politiques publiques. Et sur certaines productions, il y a des employeurs qui nous ont dit, moi j'ai besoin d'embaucher des gens qui occupent ce métier en tant que tel, pas juste une personne qui va avoir ça en charge sur le tournage, un dir prod ou un régisseur. Je dis directeur de prod et régisseur parce que ça venait souvent. C'était le cas. Mais voilà, une personne en tant que telle qui va gérer ça, que ce soit un permanent de la société de production ou un intermittent. Sur un projet en particulier qui soit est de grande ampleur, donc nécessite un temps significatif dédié à ça, soit qui a des ambitions particulières. Voilà.
Et donc, on a lancé cette étude quelques années plus tard pour voir s'il y avait une opportunité à créer donc, une certification, mais de coordinateur d'éco-production. Et donc, la conclusion de cette étude qu'on a publiée le mois dernier, c'est de dire oui, aujourd'hui, le secteur est mature et que les deux certifications, en fait, peuvent continuer à coexister. Il faut que les gens continuent à se former pour intégrer ça dans leur pratique professionnelle sans en faire des spécialistes. Et il faut aussi former des personnes qui sont capables de piloter la démarche éco-responsable. Piloter, c'est-à-dire à la fois faire un diagnostic, établir un plan d'action, déployer le plan d'action et ensuite faire le bilan carbone et le bilan du déploiement. Et ça nécessite des compétences, comme l'a dit Valentine, très importantes aussi en relationnel, communication, pour pouvoir emmener tout le monde avec soi, et puis en gestion de projet. Et donc là, on est en train, c'est en cours, on est en train de construire cette certification qui va voir le jour dans les prochains mois. Et on construit ça avec l'AFDAS, encore une fois, et en lien avec les professionnels qui exercent ces métiers. Merci beaucoup, Louis, c'était très clair. Vous étiez sous le haut patronage de Valentine qui vérifiait que vous disiez bien les bonnes informations, donc tout va bien. Nous arrivons à 4 minutes du terme de notre webinaire. Je regarde sur le chat. Mesdames, monsieur, vous avez été d'une clarté cristalline, puisqu'il n'y a aucune question. Si jamais il y avait des questions qui survenaient, que les personnes qui regardent le webinaire n'hésitent pas à nous les adresser. On arrive au terme de ce webinaire. Je vais encore vous remercier Valentine et Louis sur le plateau. Je vais remercier Thibaut en distanciel. Bon, pour résumer en quelques points clés, on a pu constater que ce secteur d'activité, en tout cas que cette thématique, était plutôt portée par des personnes et des professionnels militants du sujet. Que l'offre de formation finalement elle évolue et elle est mobile. Pourquoi ? Parce qu'elle répond aussi aux activités qui peuvent être à un instant T de niche mais qui à un moment donné ne le sont plus. Et on a pu également envisager et regarder dans le cadre de ce webinaire l'évolution et la prise en considération par un secteur professionnel et un syndicat du sujet de l'éco-conception et de l'éco-production et de sa traduction dans les métiers et de la prise en compte des évolutions des gestes métiers qui doivent être intégrés. Si vous voulez aller plus loin, j'ai un ensemble de ressources pour vous afin que vous puissiez continuer d'explorer sur le sujet. Il y a déjà le site internet, on en a parlé tout à l'heure, du SNE, donc du Syndicat National de l'Édition. Il y a le site internet du SPI, il y a le site internet d'Ecoprod, il y a le site internet de la CPNEF de l'audiovisuel, le site internet pour le secteur des agences conseils en communication de l'AACC, donc qui a un site internet spécifique concernant sa commission de développement durable. Thibaut nous a parlé également du site internet de Green IT. Le site internet de l'AFDAS, tant qu'à faire. On va vous remercier vraiment. Je vais encore remercier nos invités. Je vais remercier les personnes qui ont participé à ce webinaire, qui ont regardé ce webinaire. Je vais remercier mon collègue de la communication qui a géré de main de maître la captation de cet événement. Il me reste à vous dire également que le replay du précédent AFDAS Décrypte est disponible sur la chaîne YouTube de l'AFDAS. Donc c'est un AFDAS Décrypte qui a été capté au mois de juin et qu'il y a également des petites capsules qui ont été captées à cette occasion que vous pouvez regarder. Et il ne me reste plus qu'à vous donner au final la date du prochain AFDAS Décrypte qui va se dérouler au mois de mars 2026. Il va falloir attendre 3 mois. Je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous dis à très bientôt.